J'ai déjà cité un certain nombre de fois les termes OS, Operating System, système d'exploitation. Cette vidéo va introduire le rôle d'un système d'exploitation et ses fonctionnalités principales. Avant de véritablement commencer, pour celles et ceux qui n'auraient pas fait le lien, OS sont les initiales d'Operating System qui se traduit en français par système d'exploitation. Avant de s'intéresser véritablement aux OS, revenons un petit peu à la base, c'est-à-dire au matériel. Au final, un PC, c'est quoi? Un PC, c'est un ou plusieurs CPU, Central Processing Unit, qu'on appelle aussi en français processeur. Un processeur, ça fait quoi? Ça effectue des opérations basiques. Il calcule et place des données, des valeurs, on pourrait dire, dans des emplacements mémoire. Tout ça, ça se fait avec du binaire. Un PC, c'est également de la mémoire centrale, appelée aussi mémoire vive, mémoire RAM, qui va permettre de stocker les données qui sont manipulées par le processeur. Quelles sont les caractéristiques de la mémoire RAM? Principalement des temps d'accès et des temps de lecture-écriture qui sont assez faibles, donc une mémoire qui est assez performante. Un PC, c'est également ce qu'on appelle du stockage. Le stockage réalisé par exemple, des disques durs, un ou plusieurs disques durs, un DVD, de la mémoire flash, des bandes magnétiques, et ainsi de suite. Quelle est la principale différence avec la mémoire vive, la mémoire RAM? C'est des notions de performance. L'accès aux données pour le stockage, pour les disques durs par exemple, ou même pour de la mémoire flash, est beaucoup plus lent. Les débits de lecture et d'écriture sont beaucoup plus faibles. Quel est l'avantage du stockage par rapport à la mémoire centrale? Le gros avantage, c'est que les données sont conservées même lorsque l'alimentation électrique est coupée. Donc on a un stockage qui est permanent. Pour terminer, on a des périphériques, clavier, souris, carte graphique, qui sont soit directement intégrés au PC ou connectés à ce dernier. Si je résume un petit peu, au final on a quoi? On a d'un côté donc du matériel, et de l'autre on a des programmes, des programmeurs et des utilisateurs. Entre les deux, qu'est-ce qu'on va mettre? C'est là qu'on va mettre l'OS. L'OS va gérer la répartition des ressources. Les ressources, c'est quoi? C'est le matériel. Et permettre d'accéder facilement au matériel. Un programmeur ne se soucie pas, par exemple, de la façon dont se répartissent les bits de données sur le disque dur. Lorsqu'il a besoin d'écrire des données, il va les écrire directement dans des fichiers via des fonctions. C'est l'OS qui se charge de réellement écrire les 0 et les 1 sur le support. Donc pour résumer, l'OS va faire l'interface entre l'utilisateur, les programmes, l'utilisateur et le matériel. Il va répartir les ressources, la mémoire et le temps processeur. Il fournit des bibliothèques de fonctions qui permettent d'accéder facilement au matériel. Pour résumer, il va initialiser les composants du PC et permettre de faciliter leur utilisation. Les OS actuels sont dits multi-utilisateurs et multitâches. Intéressons-nous dans un premier temps à ce qu'on appelle multitâche. En réalité, à un instant donné, un processeur ne réalise qu'une tâche, il exécute qu'une instruction. Alors bien sûr, on peut avoir des systèmes avec plusieurs processeurs, on va considérer qu'on n'a pour l'instant encore que des monoprocesseurs. Un OS multitâche donne avant tout l'illusion que le système fait plusieurs choses en parallèle. Comment fait-il pour donner cette illusion? En fait, un OS contient un ordonnanceur qui allie au programme du temps processeur. Exemple, si vous avez trois programmes qu'on pourrait appeler A, B, C en fonctionnement, l'OS va exécuter pendant par exemple 200 millisecondes des instructions de A, puis les 200 millisecondes suivantes, il exécute des instructions du programme B, il passe ensuite aux instructions du programme C, et il revient à A, pendant 200 millisecondes, il exécute des instructions de A, puis après de B, et ainsi de suite. Il va donner ainsi l'illusion que plusieurs tâches s'exécutent simultanément. Mais à un instant T, pendant 200 millisecondes, il n'y a que les tâches, par exemple, du programme A. Intéressons-nous maintenant au côté multi-utilisateur de l'OS. Un système d'exploitation multi-utilisateur permet à plusieurs utilisateurs d'utiliser l'ordinateur simultanément, tout en limitant les droits d'accès de chacun afin de garantir l'intégrité de leurs données. On introduit ici, dans un premier temps, une notion de propriété. Par exemple, à quel utilisateur appartiennent les fichiers, les dossiers qui sont sur le disque. On pourrait aussi dire à quel utilisateur appartiennent le programme actuellement en cours d'exécution. Le côté multi-utilisateur des systèmes d'exploitation fait également intervenir des notions de permission. Tous les utilisateurs n'ont pas forcément le même niveau et on restreint généralement le périmètre des utilisateurs classiques.
on va disposer de groupes d'utilisateurs qu'on appelle administrateurs, qui vont disposer de beaucoup plus de possibilités sur le système. Ce côté multi-utilisateur fait également intervenir donc des notions de groupe. Ainsi, on pourra placer des utilisateurs dans des groupes, plutôt que d'affecter individuellement des permissions aux utilisateurs. On va affecter des permissions au groupe, et tous les utilisateurs d'un même groupe disposeront des mêmes permissions. L'avantage, c'est que ça va réduire le travail de gestion, plutôt que d'avoir, mettons, 500 fois la même permission à placer sur 500 utilisateurs. On va placer la permission sur un groupe et on va placer les utilisateurs, les 500 utilisateurs dans le même groupe. Pour terminer ce tour d'horizon, un OS est composé de un noyau, le fichier kernel32 sous Windows, le fichier vmlinux sous Linux, qui est exécuté ce noyau peu de temps après la mise sous tension de la machine. En plus de ce noyau, l'OS va utiliser ce qu'on appelle des modules. Les modules sont des pilotes, on pourrait dire des drivers de périphériques ou des fonctionnalités qui ont été sorties du noyau et qui sont chargées uniquement lorsqu'on en a besoin. L'objectif, c'est d'avoir un noyau qui soit le plus léger possible, auquel on ajoute des modules uniquement lorsqu'on en a l'utilité. Comme on l'a déjà évoqué, l'OS met à disposition des programmeurs des librairies de fonctions, systèmes. Ainsi, les programmeurs peuvent facilement interagir avec l'OS. Par exemple, lorsque l'on va écrire un fichier sur le disque, on va passer par ce qu'on appelle des appels système. Et bien sûr, pour terminer, l'OS fournit directement aux utilisateurs des interfaces sous la forme de lignes de commande, on appelle ça aussi des shells, ou des interfaces graphiques. Pour conclure cette partie sur les systèmes d'exploitation, intéressons-nous au processus de démarrage d'un ordinateur. À la mise sous tension, le processeur est câblé. Ça veut dire quoi câblé? C'est-à-dire qu'à l'intérieur du processeur, on a placé des composants, de telle sorte qu'il va exécuter des instructions qui sont situées à une adresse mémoire qu'on pourrait qualifier de normalisée. À cette adresse, les concepteurs de carte mère ont placé de la mémoire flash qui contient un petit programme que l'on appelle le BIOS. BIOS pour Basic Input Output System. Le BIOS découvre, teste et initialise la mémoire, le processeur et tout le matériel présent dans l'unité centrale, le disque dur, les lecteurs DVD, les clés USB, par exemple si on en a branché une. Une fois cette initialisation terminée, le BIOS recherche un système d'exploitation sur les différents supports de stockage qu'il a détectés sur la machine. Il va d'abord en principe commencer sur le disque dur, puis après aller voir sur le DVD, éventuellement sur une clé USB qui serait branchée dessus, et éventuellement aussi par exemple sur le réseau. On peut avoir ce qu'on appelle des boots PXE, où le système d'exploitation va être téléchargé via le boot, via la carte réseau, et donc va exécuter directement, on va exécuter directement les données qui viennent sur le réseau. Le BIOS est un logiciel qu'on pourrait qualifier de très bas niveau. Il fonctionne, pour faire simple, au niveau des adresses physiques, des matériels. Il ne sait pas par exemple reconnaître les fichiers qui sont présents sur un support, il n'a pas de notion de fichier, il a des notions que de 0 et de 1. Pour avoir la notion de fichier, on a besoin d'un OS, donc d'un système d'exploitation, et cet OS va forcément inclure ce qu'on appelle un système de fichiers. C'est ce que nous aborderons dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce qu'un système de fichiers ?